Je vais vous conter la légende de la jongleuse. Oh, la jongleuse! Elle était méchante. C'était une sorcière iroquoise. On l'appelait aussi la sorcière du Saint-Laurent. Matuskiéou, c'était son nom iroquois. Après ça aussi, la dame au glaïeul, la mauvaise femme, elle était mauvaise, méchante. Mais la dame au glaïeul, c'est parce qu'elle avait des fleurs de glaïeul dans les cheveux. Puis elle apparaissait, elle, les soirs où il n'y avait pas de lune, c'est-à-dire à la nouvelle lune, quand il n'y a pas de lune. Elle apparaissait sur le bord du fleuve. Puis là, elle chantait un beau chant, comme les sirènes là, pour attirer. Puis là, elle essayait d'attirer les petits-enfants. Puis là, elle les enlevait pour les torturer. Fait qu'il fallait faire bien attention à elle. Puis elle était méchante, là, tellement méchante qu'elle a laissé ses traces à Rivière-Ouelle, à la pointe de la Rivière-Ouelle, dans le rocher. Elle est passée là en plein hiver avec ses raquettes, puis elle a laissé ses traces là. Imaginez qu'il faut-tu être méchant pour réussir à faire fondre le rocher. En plus, c'était l'hiver. Vous pouvez aller à Rivière-Ouelle, vous allez voir ses traces dans les rochers à la pointe de la Rivière-Ouelle. Fait que là, je vais vous conter une affaire qu'elle a faite. On est au tout début de la colonie. Puis M. Well, il était parti à Rivière-du-Loup chez Charles Aubert de Lachenay, un de ses amis qui s'était fait concéder une seigneurie là, à Rivière-du-Loup. Puis là, il tombe malade, M. Well. Fait que M. de Lachenay, il dit, je vais envoyer 2 hommes pour avertir son épouse à Québec que son mari est malade. Fait qu'il a envoyé un blanc qui s'appelait le canotier. Canotier, on peut bien penser, c'est parce qu'il dirige bien les canots. Puis il a envoyé un montagnais. Un montagnais qui était grand ami du canotier, il s'appelait Chisnépik. Ça voulait dire la grande couleuvre, parce qu'il était agile. Fait qu'ils partent, puis ils rament jusqu'à Québec. Là, ils sont arrivés à Québec à la brunante, le soir tombé. Là, ils sont allés voir Mme Well, puis ils ont dit « Votre mari est malade, Mme Well! » Ah, là, elle était inquiète, elle était très inquiète. Elle dit « On va partir tout de suite. » Ah, non, le canotier dit « Ben non, on va attendre à demain matin quand il va faire clair. » Non, je veux partir tout de suite. Je suis trop inquiète. Mais c'est dangereux, il n'y a pas de lune, à soir, il fait noir, mais elle était tellement inquiète qu'ils ont décidé de partir tout de suite. Puis elle a amené avec elle son petit garçon de 10 ans, Harold. Puis là, ils sont partis en canot. Et puis là, tout d'un coup, le petit Harold, il dit à sa mère, « Hey, maman, il y a une dame blanche là-bas, au loin, sur le fleuve. Sur l'eau, là-bas, là, elle me fait signe, puis elle me chante d'un beau chant, puis elle me fait signe de venir. » Sa mère, elle lui a dit, « Ben voyons donc, mon petit gars, c'est le saut Montmorency, la chute Montmorency. Dans le temps, il appelait ça des fois, pour une chute, il disait un saut. C'est le saut Montmorency que tu vois là au loin. » Et puis elle dit, « Endors-toi, mets ta tête là, sur mes genoux, puis endors-toi. » Puis là, ben, le petit garçon finit par s'endormir. Le canotier, lui, il n'osait pas parler le temps que le petit gars a été réveillé. Mais là, il a dit à Mme Well, il dit, « Oh, ce que votre petit gars a vu, c'est pas le saut Montmorency. Il dit, fait bien trop noir, on peut pas voir ça de loin comme ça. » Et il dit, « C'est la jongleuse. » Là, Mme Well a dit, « La jongleuse? » Elle dit, « Mais ça, c'est la sorcière iroquoise. » Elle dit, « Oui. » Oh, mais elle dit, « Le monde, il en met toujours. » Tu sais, quand on compte une histoire, des fois, on en rajoute. Elle dit, « Le monde, il en met bien sur elle, la jongleuse. » Mais elle dit, « Ça doit être plus de la superstition et tout ça. » Il dit, « Non, Mme Well. » Il dit, « La jongleuse est très méchante puis maligne. » Il dit, « Moi, là, j'ai bourlingué partout dans le pays. Je suis allée jusqu'en Iroquoisie. L'Iroquoisie, ça, c'est dans le coin des lacs Ontario et tout ça. » Puis il dit, « La jongleuse, elle existe, une sorcière iroquoise, puis il faut bien se méfier d'elle, elle est bien dangereuse. » Mais là, il dit, « Je la vois plus. » Pour moi, il dit, « Elle a perdu notre trace. » Fait qu'ils ont continué à ramer. Tout d'un coup, moi, mon canotier, il dit à son ami Chisnépik, il dit « Canawish! » Canawish, là, ça veut dire camarade. Puis, comme c'était son grand ami, il l'appelait des fois camarade, comme ça. Fait là, Chisnépik, il dit « Oui. » Il dit « Il y a 2 canots iroquois en arrière. » Puis là, Chisnépik, il fait signe que oui, qu'il a eu connaissance et qu'il était suivi par 2 canots iroquois. La jongleuse, il pensait qu'elle avait perdu leur piste, mais ouh! Fait que là, ils ont fait toutes sortes de manœuvres avec leur canot, hein? Un petit peu à droite, un petit peu à gauche, même un petit peu sur le reculon, pour essayer de semer les Iroquois, mais ça n'a pas fonctionné. Fait que là, tout d'un coup, le Chisnépik, là, il s'est glissé dans l'eau. Pas un son, hein, il s'est glissé à la grande couleuvre. Pas un son, il s'est glissé dans l'eau, puis s'est en allé vers le premier canot iroquois. Je comprends pourquoi il s'appelle de même. Oui. Et puis là, quand il est arrivé en dessous du canot, il l'a renversé. Puis là, il a pris son tomahawk, puis tchouk, envoie des coups sur la tête des Iroquois. Puis là, quand il a eu assommé quelques-uns, il s'est retourné vers son canot. Puis là, ben, le deuxième canot iroquois lui a arrêté pour ramasser les survivants. Puis durant ce temps-là, ben, le canotier, Chisnépik, Mme Well et Harold, ils ont réussi à se sauver. Ils ont continué leur chemin.
Là, ils sont rendus dans le coin de l'île aux Oies. L'île aux Oies, c'est l'île aux grues, puis l'île aux Oies, c'est pris ensemble, ça, vis-à-vis de Montmagny. Fait que là, ils se sont dit, bien, c'était le matin, on va arrêter, il faudrait bien manger un petit peu puis se reposer. Fait que là, ils ont débarqué. Et puis là, le canotier, il dit à Chisnépic, il dit, fais un petit feu, je vais essayer d'aller prendre un lièvre, quelque chose, un lapin, là, pour manger. Puis il est parti. Quand il est revenu, allons, la catastrophe, toi, qui est arrivée. Plus de Mme Well, plus d'Harold, mais son grand ami, son canawiche, Chisnépic, mort scalpé. Il était là à terre, bien mort. Il avait de la peine, c'était son grand ami, il avait fait bien des expéditions avec lui partout un peu, là, partout. Fait que là, il s'est dépêché à l'enterrer. Puis là, son canot, bien, les Iroquois, pas fous, ils avaient fait un trou dans le canot. Puis c'est des canots d'écorce. Fait qu'il avait toujours avec lui un petit sac pour réparer, là. Fait que là, il s'est dépêché à essayer de réparer son canot. Puis là, une fois qu'il a été réparé, bien, il a pu repartir. Mais durant ce temps-là, la jongleuse puis les autres Iroquois, il ne restait plus rien qu'un canot, mais il y avait encore plusieurs Iroquois, ils ont continué leur chemin. Puis là, ils étaient rendus à Rivière-Ouelle, à la pointe de la Rivière-Ouelle, justement où elle avait laissé ses traces là, dans le rocher, là, la méchante. Fait que là, ils ont débarqué. Puis là, elle s'est dit, qu'est-ce que je pourrais bien faire comme un supplice, là? Tu sais, quelque chose de méchant. Elle a pensé à une affaire épouvantable. Je vous dis qu'elle était méchante. Elle a pensé, hey, écoutez bien ça. Elle a fait faire aux Iroquois, là, mettre une corde après un arbre qui était encore assez souple pour plier. Puis là, elle a fait plier l'arbre. Puis là, elle a fait attacher par le cou Mme Well à l'arbre. Puis là, elle a donné la corde au petit Harold qu'il fallait qu'elle tienne. Vous comprenez que s'il lâchait la corde, l'arbre retournait, puis elle se trouvait à être pendue. Là, le petit gars, il tient la corde, mais il a juste 10 ans. Puis un arbre de même, là, c'est pas évident, là. Tu sais, il a beau tenir serré, là, il fatigue, c'est fatigant. Venez pas me dire que c'est pas méchant d'avoir pensé à une affaire de même, ça. J'ai une idée. Il accroche après un arbre. Oui. Mais il pouvait pas, il le surveillait. Hein? Il l'avait, là, puis il fallait qu'il tienne. Il l'avait bien, là, il n'avait pas le choix, le petit gars. Parce qu'elle voulait être méchante, elle s'est dit, c'est lui-même qui va tuer sa mère. Tu sais, tu vas falloir que tu vives avec ça toute ta vie après ça, là, que tu as lâché la corde, là. Puis il avait beau la tenir, là, il venait fatigué, il était tout petit. Hey, puis c'était dur, c'était vraiment difficile. Puis là, sa mère, elle lui a dit, là, elle a essayé de le réconforter, elle lui a dit, faut pas que tu te sentes coupable quand tu vas lâcher la corde. Elle dit, je sais bien que tu pourras pas la tenir, t'es trop petit. Même un homme aurait pu tenir ça pendant des heures de temps, là. N'importe qui aurait fini par fatiguer. Puis là, ils ont fait elle a dit, on va prier, puis sois en paix, là, faut pas que tu te sentes coupable. Puis à un moment donné, bien, ce que tu veux, il a lâché la corde. Hey, quand il l'a lâché, là, elle a glissé, là, puis ça lui a même coupé les mains, là, quand ça part vite. Là. Puis là, l'arbre l'a retroussé vite, puis Mme Well s'est retrouvée complètement pendue en haut de l'arbre. Là, le petit gars, il s'est mis à pleurer, à quatre pattes à terre, il pleurait. Là, la jongleuse, puis les Iroquois, eux autres, ils étaient tous contents. Toi. Ils criaient de joie, puis ils dansaient, puis ils étaient heureux, ils avaient tué Mme Well. Durant ce temps-là, le canotier, il était rendu à la pointe de Rivière-Ouelle, il a entendu ces cris de joie-là. Il s'est dépêché tout de suite, il a débarqué, puis il est venu en courant. Puis lui, il avait un fusil. On était au début de la colonie. Il y a juste les Blancs qui ont des fusils. Les Indiens, ils n'ont pas encore de fusils. Fait qu'ils ne sont pas habitués à ça. Fait que là, il a fait 2-3 coups, pang, 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 pang. Ils ont pris peur, eux autres, là. Là, ils se sont sauvés. Puis là, bien, il était arrivé trop tard pour Mme Well, mais il n'était pas arrivé trop tard pour le petit Harold. Parce qu'après ça, là, qu'est-ce que la jongleuse, elle aurait fait au petit gars? Quel supplice qu'elle aurait imaginé pour lui? Oh oui, elle l'aurait sûrement torturé, oui. Fait que là, une chance qui est arrivée pour au moins sauver Harold. Mais Harold, là, il a eu tellement peur qu'il était venu les cheveux tout blancs, rien que dans une nuit. Et puis, ils ont enterré Mme Well. Puis, 10 années plus tard, tout d'un coup, on voit un canot qui arrive. Il y a un homme d'un certain âge avec un jeune dans vingtaine d'années qui a les cheveux tout blancs. C'était Harold qui venait rechercher le corps de sa mère pour l'amener à Québec, pour la faire inhumer à Québec. Ça fait que là, moi, je vais vous dire une affaire. Si vous allez sur le bord du fleuve, là, les soirs qu'il n'y a pas de lune, là, que c'est la nouvelle lune, faites bien attention. Pour pas que la dame au glaïeul, la fameuse jongleuse, vous chante une petite chanson pour vous attirer. Faites bien attention à ça. Mais il y a d'autres affaires qui se passaient des fois qui étaient épeurantes aussi. Il y avait des loups-garous. Ah, des loups-garous. Pas les loups-garous là, comme on entend parler aujourd'hui, là, vous autres, là, dans vos histoires là, que vous pouvez avoir là, dans des livres ou à la télévision. Pas des loups-garous comme ça. Nos loups-garous, à nous autres, ici au Québec, là, c'était une autre affaire. On devenait un loup-garou si on n'avait pas fait ses Pâques pendant 7 années de suite. Faire ses Pâques, là,
Ça voulait dire d'aller au moins à la confesse une fois par année, puis de communier une fois par année. Si tu ne faisais pas ça pendant 7 ans de suite, tu avais des risques de devenir loup-garou. Ça, c'est nos loups-garous à nous autres. Ça fait que là, il faut compter une affaire de loup-garou. Ça se passe, c'était dans un moulin à farine. Hein? C'est toujours sur le bord d'une rivière, le moulin à farine. Pour actionner la grande roue du moulin, bien, ça prend de l'eau pour faire la farine puis que les moudre le grain. Ça fait que c'était un dénommé Joachim Crête, qui était meunier. Puis le moulin, bien, il est un petit peu à l'extérieur du village, parce que c'était sur le bord de la rivière, qui était à l'extérieur du village. Et puis lui, il avait engagé un dénommé Hubert Sauvageau. C'est Hubert Sauvageau-là, on ne sait pas d'où ce qui venait. Il passait par là à un moment donné, puis il l'a engagé. Puis notre Joachim Crête, lui, bien, c'était quelqu'un qui faisait juste ses Pâques, on va dire. Il n'allait pas souvent à la messe, mais il allait une fois de temps en temps, puis au moins il communiait, puis il allait au moins se confesser une fois par année. Mais c'était pas plus religieux qu'il fallait, mais il faisait ses Pâques. Fait que là, les paroissiens puis le curé, ils sont allés voir Crête, puis ils ont dit, bien là, ton engagé, on le voit jamais venir à la messe, puis tout ça, là, c'est pas un ben bon catholique, puis patati patata, puis caca. En tout cas, lui, Crête, il dit, moi, là, il fait bien mon affaire. C'est un bon employé, il fait bien son travail, puis en plus, je vais vous le dire entre nous, c'est que Crête, il aimait jouer aux dames. Puis Sauvageau, vous savez, le jeu de dames? Puis Sauvageau, lui, bien, il était un bon joueur de dames. Fait que le soir, là, ça jouait aux dames, puis il avait bien du plaisir ensemble à jouer aux dames. Fait qu'il ne voulait pas prendre un bon joueur, puis un bon travaillant, parce que supposément qu'il n'allait pas à la messe, patati patata, hey, ça va faire. Fait que ça restait de même. Puis il a continué à travailler là, Sauvageau. Là, on est rendu la veille de Noël. Puis là, vers les 5 heures de l'après-midi, il y a bien José Robichaud qui est passé pour faire moudre une poche de farine. Là, hein? Il avait une poche, puis il y avait du blé, puis ça a fait une poche de farine. Puis là, bien, il a dit à Crête et à Sauvageau, vous allez aller à la messe de minuit à soir? Oh, Crête, il dit ouais. Mais Sauvageau, lui, il a ricané. Ça regardait mal, ça. Ça n'avait pas l'air qu'il voulait bien y aller. Puis là, bien, ils sont mis à jouer aux dames. Puis c'était la veille de Noël, on pourrait bien prendre un petit coup avec ça. Là, prenait un petit coup, jouait aux dames. Là, un autre, le voisin, Vincent Dubé, qui passe, puis qui dit à Crête, il dit vas-tu vouloir embarquer avec moi pour aller à la messe de minuit? Je vais t'embarquer. Oh, Crête, il dit moi, j'ai mon cheval, pas de problème, j'ai un cheval, blablabla. Ça continue à jouer aux dames, puis à prendre un petit coup. Puis il y en a un autre qui passe encore, puis il leur dit coudonc, là, c'est bientôt la messe de minuit, venez-vous-en? Oh non, ils étaient trop préoccupés par leur partie de dames. Mais il n'y avait pas rien que ça, c'est que durant ce temps-là, le moulin, lui, continuait à fonctionner. Tout en jouant, il faisait fonctionner le moulin pour faire de la farine. Puis là, Noël arrivait. Hey, Noël, tu travailles pas cette journée-là, là. C'est petit Jésus qui vient au monde, là. Puis là, le monde s'en allait à la messe de minuit, puis il voyait bien que le moulin fonctionnait, puis il se disait, je peux pas croire qu'il va faire fonctionner le moulin sur la journée de Noël. Ça n'a pas d'allure. En plus, qu'il n'a pas l'air à vouloir venir à la messe. Fait que là, puis là... juste un peu avant la messe, hein, les cloches sonnent pour inviter les gens à venir à la messe. Puis là, on entend sonner les cloches. Puis là, Crête, il entend sonner les cloches. Puis quand il entend le dernier coup de la cloche, il y a comme un petit remords. Il dit, on devrait bien lever la vanne. La vanne, ça, c'est ce qui permettait que l'eau venait à la grande roue à godet pour actionner les meules. Fait qu'en levant la vanne, bien, ça voulait dire qu'il coupait l'eau. Puis là, bien, la roue aurait arrêté. Fait que là, au moins, il n'aurait pas été en train de travailler sur la journée de Noël. Hey, mon autre Sauvageau, il dit, t'es donc bien pour le mouiller, toi, de croire toutes ces affaires-là, ces superstitions-là. Il dit, laisse faire, on continue notre partie. Fait qu'ils ont continué leur partie. Tout d'un coup, toi, plus aucun bruit, parce que le moulin, quand ça fonctionne, hein, ça brasse un peu, ça fait du bruit, ça, ces meules-là. Plus aucun bruit. Eux autres, ils étaient dans la partie du moulin qu'on appelle le logement du meunier. C'est la place où le meunier reste. Hein. Il y a une petite cuisine, il y a sa chambre à coucher, puis tout ça. Puis l'autre partie, bien, c'est vraiment où on fait la farine. Fait que là, ils ont traversé, ils ont ouvert la porte, ils ont traversé l'autre bord. Ils ont regardé tout ça. Ils ont dit, on va repartir le moulin, qu'est-ce qui se passe? Ils ont regardé les mécanismes, ils ont huilé ça un peu. Puis là, c'est reparti. Ils sont retournés jouer à leur partie de dames, puis prendre un petit coup. Le moulin arrête encore. Ils retournent voir, ils font la même affaire, ils regardent ça. Pourtant, il n'y a rien de brisé. Comment ça que ça ne marche plus? Ils ne savent pas trop qu'est-ce qui se passe là. En tout cas, ils repartent le moulin, ils réussissent à leur repartir, puis ils retournent jouer aux dames. Ça arrête encore une troisième fois.
il retourne voir. Puis là, ils ont beau regarder, hein, puis quand il y allait, bien, il allait avec leur fanal parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Il regarde, puis il ne voit pas rien. Puis là, bien, mon sauvageau, il avait pris un petit verre, lui aussi, il avait commencé à avoir un petit peu les pieds ronds. En tout cas, il s'est enfargé, puis il est tombé. Puis en tombant, bien, le fanal s'est éteint. Fait que mon crête, qui n'était pas bien mieux, que lui aussi avait pris un petit coup, il voyait bien la porte qui était entre le logement et le moulin, là, qui était entrouverte. Il voyait bien un petit peu la lueur de la chandelle. Il s'est dit, je vais me diriger vers ça, parce que là, il faisait noir en titi, là. Dans le moulin, il ne voyait plus rien. Fait qu'il s'en va, puis il dit à Sauvageau, hey, suis-moi, viens-t'en, là. Puis là, il arrive dans son petit logement. Et puis là, il se revire de bord, puis Sauvageau s'en vient pas. Il crie après, viens-t'en. En tout cas, il rentre bien comme il faut dans son logement. Il laisse la porte entrouverte, là, puis il s'en va vers sa table où était le jeu de dames. Puis là, il se revire de bord, puis il dit, voyons, Sauvageau, t'en viens-tu? Qu'est-ce qu'il vois-tu pas, toi, dans la porte? Un gros chien noir de la hauteur d'un homme. Il était gros, il était sur 2 pattes en arrière de la hauteur d'un homme, toi. Puis des yeux de braise. Ouais, des yeux de braise. Fait que là, il est pas gros, là, hein, mon crête, là? Il dit, Sauvageau, Sauvageau. En pensant que peut-être Sauvageau est à quelque part en arrière, tu sais, qu'il va s'en venir. Bien, ça répond pas, Sauvageau répond pas. Fait que là, lui, il recule un peu, il recule. Puis là, il pense à ça. Il dit, pour moi, c'est un loup-garou, ça. Fait que là, il dit, hey, il se met à genoux, puis il commence à faire une petite prière. Il dit, il avait peur. Puis d'un autre côté, il avait peur, mais il était courageux en même temps. Il fait une petite prière. Puis là, il tâte un petit peu. Puis là, il sent une faucille proche de lui. Puis il prend sa faucille. Puis là, le loup-garou, lui, durant ce temps-là, il avance tout le temps sur lui. Puis quand il arrive pour sauter sur lui, là, il donne un coup. Là, ça lui a donné un coup sur une oreille. Puis là, ça a saigné. Puis là, crête, il a perdu connaissance. Il se réveille, il est couché dans son lit. Il dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans mon lit. Puis Sauvageau est là en face de lui. Il dit à Sauvageau, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est Noël, le moulin, je l'entends qui tourne. Va arrêter le moulin, c'est Noël, il faut l'arrêter. Sauvageau, il dit, bien, c'est plus de Noël pantoute. Là. Il dit, on est dans le lendemain de Noël. Il dit, vous avez perdu connaissance, vous êtes resté sans connaissance tout ce temps-là. Là, Sauvageau, pas Sauvageau, mais là, crête, il repense à son affaire. Puis là, il regarde comme fou Sauvageau. Puis Sauvageau, à l'oreille, là, il y a du sang. Il y a du sang de séché, là, sur l'oreille. Fait que là, il dit, j'ai vu un loup-garou, moi. Là, tu dis un loup-garou, tu as rêvé ça. Il dit, non, j'ai vu un loup-garou. Puis c'est toi le loup-garou. Ben voyons donc, je suis pas un loup-garou. Moi, il dit, t'as du sang après l'oreille. Ben, il dit, vous vous rappelez? Il dit, quand on est allé de l'autre côté, je suis tombée. Il dit, je me suis frappé l'oreille, puis c'est là le sang. Il dit, non, je suis certain que t'es un loup-garou. À force de dire ça, Sauvageau, il n'osait pas trop dire qu'il était loup-garou, hein? À fin de compte, il a fini par avouer, c'est vrai, j'étais un loup-garou. Mais savez-vous ça, vous autres? Peut-être vous n'êtes pas au courant de ça, mais pour délivrer un loup-garou, il faut le faire saigner. Fait que là, il avait fait saigner, là. Il avait donné un coup, puis ça avait été sur son oreille, une chance, que ça n'avait pas été un coup mortel. Puis il a saigné, puis automatiquement, en ayant du sang comme ça qui coulait, bien là, il est revenu en homme. Et là, il t'a fait toutes les promesses possibles au père Crête. Là, il a promis, il dit, là, vous savez, là, je sais que quand c'est 7 ans, sans faire mes Pâques, on vire en loup-garou, c'est pas rien qu'une histoire de superstition. Mais il dit, j'étais tellement pris là-dedans, là, que là, il fallait juste... Tu sais, je ne pouvais pas aller à la messe. C'était comme si le loup-garou, là, même quand il n'était pas transformé en loup-garou, c'est comme s'il avait pris possession de son âme, hein? Puis là, il fallait tout qu'il fasse des affaires qui n'avaient pas rapport à la religion. Mais il dit, à cette heure que le loup-garou est sorti de moi, là, vous allez me voir y aller à la messe puis faire mes Pâques, parce que je ne veux plus jamais revirer en loup-garou. C'est pas drôle d'être reviré en loup-garou. Merci de m'avoir sauvé, le loup-garou. Hey, c'est toute une affaire, ça. Mais il y avait toutes sortes d'affaires qui se passaient dans ce temps-là. Une autre affaire, là, ça se passait, ça, dans le coin du Cap-Saint-Ignace. Puis c'est un monsieur qui était un cultivateur, mais il n'y avait pas d'enfant. Puis il élevait sa nièce. Il avait pris sa nièce là, pour l'élever parce qu'il n'y avait pas d'enfant, fait qu'elle restait avec eux autres. Puis évidemment, bien, il était obligé d'engager du monde pour cultiver sa terre quand ça venait le temps des moissons. Il fallait qu'il engage du monde parce qu'il n'était pas capable tout seul. Fait que là, il avait engagé des gens, mais il manquait une personne, puis il n'en trouvait pas dans la paroisse chez eux. Fait qu'il s'est dit, je vais monter dans la paroisse voisine, le plus haut dans les terres. Puis là, c'était une petite paroisse bien pauvre. Ça. Il n'y avait pas beaucoup d'argent, là, c'est pauvre. Fait qu'il est allé là,
Puis là, en arrivant, il a vu une petite cabane. Puis il a cogné à la petite cabane, puis ça ne répondait pas. Il a recogné. En tout cas, la porte n'était pas barrée, il est rentré. Hey, c'était pauvre. Il n'y avait rien qu'une table puis 2 petites chaises, tellement c'était pauvre. Puis un lit, là, comme ils disent dans les vieilles histoires, un méchant lit, c'est-à-dire un mauvais lit, là, quelque chose de pas, de pas bien beau. Là. Puis il y avait un homme de coucher dessus. Puis là, l'homme, quand il a vu ça, le père, il s'appelait Charlot, le père Charlot. Son Charles, c'était Charles, son vrai nom. Puis on l'appelait Charlot. Et là, il s'est levé, il dit, oui, qu'est-ce que vous me voulez? Fait que le père Charlot, il a dit, bien, il me cherche quelqu'un pour venir travailler, pour faire mes moissons, puis tout ça, là. Fait que le gars, lui, s'appelait José. Un beau jeune homme dans la trentaine d'années, là, un beau jeune homme, là. Il dit, ah oui, ça m'intéresse. Comment vous me donneriez d'argent? Et je te donnerais 30 sous par jour. Un 30 sous, là, c'est-à-dire 25 cents. Ça correspond à 25 cents. Mais dans le temps, c'était plus d'argent qu'aujourd'hui, 25 cents. On s'entend que l'argent n'avait pas la même valeur. Puis il dit, tu vas être logé, nourri. Fait qu'il dit, c'est parfait. Fait qu'il dit, je t'attends demain matin. Là, il a expliqué c'était où sa terre, là, au Cap-Saint-Ignace. Puis il dit, je t'attends demain matin à première heure. Fait qu'à première heure, il était là. José était rendu, puis ils sont mis à travailler. C'était travaillant, ça. Il faisait de l'ouvrage de 2 hommes tellement il était travaillant. Mais il était toujours triste. Il avait toujours un air triste, ce pauvre José-là. Puis Catherine, la fille de la maison, là, la nièce, ben là, il faisait des beaux sourires, puis il parlait un petit peu. Puis là, à force, les journées ont passé, puis tout ça. À force d'essayer d'y parler, tranquillement, pas vite, il s'est mis à faire des petits sourires, puis tu sais, à se laisser amadouer, si on peut dire. Et puis, tout d'un coup, toi, là, c'était les grandes conversations toutes les deux ensemble, puis il y avait bien du plaisir ensemble. Puis le José, un bon matin, il n'est pas là pour le déjeuner. Parce que le père Charlot, il les nourrissait. Hein? Il restait là sur la ferme, là, puis il les nourrissait le temps qu'ils ont travaillé là. Fait qu'il n'était pas là pour le déjeuner. Il se demande où c'est qu'il est. Il est arrivé dans l'avant-midi, il avait l'air bien fatigué, puis les yeux tout rouges. Puis là, il n'y avait plus de beau sourire. Là, il était revenu morose, là, triste comme il était au début. Puis là, c'était le même à tous les matins. Il était toujours en retard, puis il avait toujours l'air triste, puis fatigué, puis les yeux rouges. Puis là, il faisait plus de belle façon à Catherine. Puis Catherine, elle avait beau essayer d'y parler. À un moment donné, elle lui dit, « Regarde, José, qu'est-ce qui se passe? » Bien là, il a dit que c'était mieux de pas le savoir, que ça lui ferait trop de peine. Si je te dis qu'est-ce qui m'arrive, là, ça te ferait bien trop de peine. Tu serais trop triste. Mais il dit, « Il faut que tu pries pour moi. Prie autant que tu peux pour moi. » Ça regardait bizarre, ça. Puis ça a continué de même. Puis c'était la même affaire. À tous les matins, il était en retard, puis il avait l'air bien fatigué. Un bon soir, on entendait le tonnerre au loin. On savait qu'il était pour avoir de la pluie. José, il sort de la maison. Puis les gars qui travaillaient là, ils disent, « Ben, à soir, José, tu n'auras pas beau temps pour courir le loup-garou, tu vas te faire mouiller. » Là, quand il y en a un qui a eu dit ça, là, tous ceux qui étaient là dans la maison, ils ont tous fait leur signe de croix. Parler de loup-garou, toi. Mais là, José, il était parti. Là, le père Charlot, il dit, on va en avoir toujours bien le cœur net. C'est quoi cette affaire-là de loup-garou? De quoi tu veux dire là, toi? Et il dit, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Fait que là, il a dit à son épouse et à Catherine, vous autres, vous restez ici, puis dites votre chapelet durant qu'on va être partis. On ne sera pas partis longtemps, mais dites votre chapelet, ça ne peut pas faire tard d'avoir des prières, d'avoir le bon Dieu de notre bord. Ils sont sortis, puis là, ils ont été voir dans la grange. Et là, ils ont fouillé partout dans la grange, fouille pour trouver José, puis pas moyen de le trouver. Il va ici, il va sur la batterie en haut, va ici, va là, pas moyen de le trouver. En fin de compte, ils l'ont trouvé dans un petit raccoin, bien loin. Il était couché sur le dos, la bouche grande ouverte. Puis il était blanc. Là, le père Charlot s'est penché, puis il a touché, mais il avait la main froide, comme un cadavre. Là, le père Charlot, il dit, il est mort. Fait que là, il a dit à 2 gars, prenez-les, un par les épaules, puis un par les pieds, puis on va le ramener à la maison. Puis là, bien, ils sortent de la grange, puis ils s'en viennent. Puis là, durant qu'ils s'en venaient, toi, il y a un feu, comme un genre de feu rouge là, qui s'est mis à tourner, une petite flamme rouge. Une petite flamme, là, comme on pourrait voir dans un feu, là. Il tourne alentour d'eux autres, puis tourne alentour d'eux autres, puis tourne alentour d'eux autres. Puis il fait le tour, puis il redétourne, puis il se demandait c'était quoi. Il avait peur un peu de ça. C'est-tu un feu follet? C'est quoi ça, cette petite flamme-là? En tout cas, puis d'un coup, il est venu un coup de tonnerre, toi. Un coup de tonnerre, puis l'éclair tout de suite proche d'eux autres. Ils ont échappé José à terre, puis ils ont parti à courir vite vers la maison.
Ça fait que là, la nuit a fini comme ça, mais quand ils ont échappé José, là, il est tombé la face à terre. Puis là, ils ont entendu, ils n'osaient plus sortir. Bien, ils ont dit d'une façon ou d'une autre, il était froid comme un cadavre, il doit bien être mort. Fait qu'ils n'ont pas osé ressortir tant que... Puis il s'est mis à pleuvoir, puis tout ça. Fait qu'ils ont attendu au matin. Quand ils sont allés au matin, bien, ils l'ont trouvé face contre terre. Puis là, ils l'ont reviré de bord, puis il était bien mort, bien mort. Bien, je vais vous dire une affaire, là. Hein? La petite flamme là, qui tournait alentour de même, là, c'était l'âme de José qui sortait. Pour ça qu'il avait la bouche grande ouverte. Puis elle était sortie de son corps pour courir le loup-garou. Ouais. Puis là, bien, elle essayait de revenir, elle tournait alentour pour essayer de revenir, de rentrer dans la bouche. Mais là, ils l'ont échappé la face contre terre. Fait qu'elle n'a jamais été capable de rentrer. Puis au matin, là, quand le jour s'est levé, là, bien, ça a fait un cri énorme, tu sais, un cri énorme, là, puis la petite femme a disparu. Il avait beau essayer de rentrer dans son corps, il ne pouvait plus, la bouche était pas, il ne pouvait pas rentrer. Puis il a essayé toute la nuit d'essayer de rentrer dans son corps, puis il n'a pas été capable. Puis du moment qu'il a commencé à faire clair, bien là, il était trop tard. Puis ça a l'air, là, il a entendu un cri énorme, puis la flamme a disparu. C'était le même, il courait le loup-garou, lui changeait en petite flamme, puis il allait. C'est pour ça qu'il arrivait le lendemain matin, puis il était bien fatigué. Il y a toutes sortes de loups-garous, vous voyez, hein, il y avait toutes sortes d'affaires qui se passaient dans le temps. Y a-t-il des questions que vous aimeriez poser? Ça ressemblait à quoi le cri? Ah, comme quelqu'un qui meurt, là. Un cri, là, ça a l'air que c'était comme une bête là, qu'on est en train de tuer. Oh. Moi, je ne pourrais pas te faire le cri, là, je suis pas capable. Ça se passait dans la région de où? Ça se passait dans le coin du Cap Saint-Ignace, ça, un peu plus loin, là. Mais ça fait longtemps de ça, là.